Tout a commencé ce jour-là. Le Sinaï investi, les Israéliens étaient rapidement vainqueurs sur toutes leurs frontières. Les Arabes, vaincus sur le champ de bataille, étaient contraints de se rendre à l'évidence. Israël semblait désormais inexpugnable. Et malgré les accents guerriers qu'on entend depuis au Caire ou à Tripoli, le monde arabe a appris qu'il ne sera pas de taille à se mesurer militairement à Israël avant longtemps. Israël, qui depuis 6 ans, occupe les territoires de 3 pays arabes. Mais les Israéliens sont soutenus par les États-Unis. Les Américains ont besoin du pétrole arabe, restait donc l'arme du pétrole. Pour l'instant, cette arme est brandie. Personne ne l'utilise vraiment, sauf peut-être le colonel Kadhafi. Mais si les énormes tankers qui viennent inlassablement sucer le pétrole du golfe Persique se trouvaient soudain devant des robinets fermés, le Japon, l'Europe et l'Amérique seraient frappés de mort lente. Si, car il y a loin des menaces et des discours aux résolutions et aux actes. Le jeu est complexe. Chaque acteur joue sa partie avec des atouts différents. Certains se contentent de brouiller simplement les cartes. C'est le cas par exemple de l'URSS. Les soviétiques ont suffisamment de pétrole pour couvrir leurs besoins. Cela ne les empêche pas d'avoir les yeux rivés sur le golfe Persique. Ils soutiennent l'Irak et la Syrie, ils entretiennent certains maquis révolutionnaires dans les Émirats. Moscou sait que le besoin d'énergie est le point faible des Américains, alors, prudemment, mais sciemment, les Soviétiques font tout pour rendre la plaie sensible. Le Japon, tributaire à près de 100% du pétrole arabe, se garde bien, lui, de faire de la politique. Comme les Allemands, les Japonais utilisent l'arme tranquille du sourire. Ils construisent, pour les émirs ou pour le Shah, des usines et des écoles à des prix défiant toute concurrence. Les Anglais jouent un peu sur tous les tableaux et se contentent surtout de rester dans l'orbite américaine. Au fond, le seul pays qui ait choisi presque ouvertement le camp arabe, c'est la France. Bien sûr, avec des restrictions et sans rompre avec Israël, mais la conférence de presse du général de Gaulle en novembre 1967 restera quand même un tournant capital de la politique française. Une fois mis un terme à l'affaire algérienne, nous avions repris, avec les peuples arabes d'Orient, la même politique d'amitié et de coopération qui avait été pendant des siècles celle de la France dans cette partie du monde et dont la raison et le sentiment font qu'elle doit être aujourd'hui une des bases fondamentales de notre action extérieure. Une des bases fondamentales de notre action, on ne saurait être plus clair. Depuis, la politique française n'a d'ailleurs pas varié. Reste le joueur numéro 1, les États-Unis. Ce sont les plus directement concernés et ceux qui seraient à même de réagir le plus vigoureusement en cas de menace sérieuse sur le pétrole du Moyen-Orient. La 6e flotte n'a jamais cessé de croiser en Méditerranée. Certes, le président Nixon vient de lancer un plan de développement des sources d'énergie autres que le pétrole. Nous sommes en faveur de négociations entre Arabes et Israéliens, a dit M. Nixon, et nous sommes pour la paix. Il n'empêche qu'actuellement, les Marines s'entraînent dans un désert californien, simulant des combats dans le sable par 40 degrés à l'ombre, c'est-à-dire dans les conditions exactes des déserts arabes. Il est difficile de croire qu'il s'agisse d'un hasard, et il faut faire aussi la part du bluff. Il n'empêche que ces soldats s'entraînent. Et puis, il y a les Palestiniens. Ils ont compris depuis longtemps l'importance du pétrole. Dans les périodes de tension entre Israël et ses voisins, il n'est pas rare de voir un pipeline dynamité ou une station de pompage attaquée. L'an dernier, en Italie, les Fédayines ont fait sauter un dépôt tout entier. Ce coup d'éclat a provoqué un renforcement des mesures de sécurité autour de tout ce qui est raffinerie, dépôt ou appontement pétrolier, pratiquement dans le monde entier. De nouveaux attentats ne sont pas exclus. Mais en définitive, c'est quand même l'argent du pétrole et non le pétrole lui-même qui reste à l'heure actuelle l'arme principale des pays arabes. Au cours de la récente crise monétaire, on a accusé les cheikhs du Moyen-Orient d'avoir joué contre le dollar pour provoquer son effondrement, ce qui reste d'ailleurs à prouver, car l'essentiel de leur fortune est surtout fait de dollars, ce qui était aussi joué contre eux-mêmes. Il n'en reste pas moins qu'une fortune fabuleuse est en train de s'amasser entre quelques mains dans quelques petits pays d'Orient. En 1980, les réserves des États de la péninsule arabe atteindront près de 100 milliards de dollars. C'est un chiffre proprement colossal
qui autorise tous les rêves, mais aussi quelques craintes.